Tout d'abord, un peu de théorie. Un signal analogique est un signal continu. Il retransmet une grandeur physique. Pour passer le signal analogique en signal numérique, il faut échantillonner ce signal, puis le quantifier avec un convertisseur. Le signal numérique a donc une certaine résolution définie par les capacités du matériel enregistrant. Le passage de l'analogique au numérique entraîne donc des approximations que l'on s'efforce de limiter. L'étape d'échantillonnage analyse le signal analogique en plusieurs tranches que l'on nomme échantillons. Le nombre d'échantillons est défini par la fréquence d'échantillonnage. Si elle est trop limitée, cela entraîne un sous-échantillonnage du signal et donc un nombre d'approximations trop élevé, et dans le cas d'une image, la formation de défauts. Après l'échantillonnage, le signal est quantifié, ce qui permet d'approximer les valeurs originales au plus près avec le nombre d'échantillons disponibles. La profondeur de codage est exprimée en bits, soit la plus petite unité d'information numérique, et la quantification définit avec quelle précision les valeurs de l'image vont être transmises de l'analogique au numérique. Autrement dit, elle définit le nombre de valeurs qui pourront être enregistrées. C'est pour cela que l'on va parler de RAW 16, 14, 10 bits. Alors, en effet, on entend souvent et on parle beaucoup de dynamique en vidéo, car le contraste naturel, qui est la différence entre les basses et les hautes lumières d'une scène en lumière naturelle, est souvent supérieur à ce que le capteur peut enregistrer. Sa dynamique étant l'étendue du signal enregistrable. En effet, nos yeux sont bien plus performants, par exemple. Le RAW vidéo est donc un format vidéo brut qui a deux avantages. Une précision bien plus haute de l'image que le format H264, et surtout 14 stops de dynamique qui permettent de jouer sur 14 degrés entre guillemets de luminosité. Finalement, c'est comme si votre vidéo était constituée de 25 photos RAW par seconde à la suite. Il est possible de tout faire dessus après, comme une photo normale, comme changer la balance des blancs, changer l'exposition, ou encore faire un étalonnage très précis en post-production, avec des outils tels que Camera Raw ou DaVinci Resolve par exemple. On peut sans conteste comparer la qualité du RAW sur le Mark III à celle produite par la C300 voire la C500, des caméras Canon Cinema bien plus chères. Comme on le disait précédemment, le RAW ce n'est pas de la vidéo à proprement parler, mais une suite d'images indépendantes, donc au format RAW. Du coup, le buffer, qui est la partie en charge de recevoir les images prises en rafale et de les transférer par la suite sur la carte, en gros une sorte de mémoire vive intermédiaire si vous voulez, sature plus ou moins vite suivant le modèle d'appareil photo. A noter qu'il faut prendre en compte une deuxième variable qui est la vitesse maximale d'écriture qu'autorise le slow de la carte SD ou CF sur votre boîtier. En effet, l'information transite d'abord par le buffer, mais si elle ne se décharge pas assez vite sur la carte, alors celui-ci joue le rôle de tampon et c'est là où il va saturer. De plus, une fois l'enregistrement terminé, il faudra attendre que la mémoire du buffer se vide pour en lancer un autre. En calculant à partir des différentes variables, on peut voir qu'avec le 60D par exemple, on tient entre 7 et 8 secondes en définition de 1728 par 735, soit du quasi Full HD finalement, et là on parle si on est dans le ratio CinemaScope 2,35, et principalement grâce au buffer. Car ce débit est d'environ 60 mégas par seconde, du coup le buffer devient vite saturé et doit se vider aussi entre les prises. A noter que la plupart des plans dans les vidéos durent moins de 7 secondes. De ce fait, bien que cela ne nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, ce format est utilisable sur le 60D. Voici un schéma, édité sur le forum de Magic Lantern, qui est véritablement pratique. Vous allez ainsi retrouver la liste des différents modèles avec leurs différentes capacités. Ainsi, on pourra voir que le 60D a une limitation au niveau de la carte SD à 21 mégas par seconde qui le limite beaucoup et qui le classe dans les modèles assez peu utilisables, mais qui dispose d'un buffer avec une grosse capacité. De ce fait, cela compense. Ensuite, on aura la taille du capteur, la gestion de l'aliasing, qui est le dégradé de pixels, la qualité dans les basses lumières, la résolution maximale sans crop et avec crop, et la résolution maximale pour tourner en 24 images secondes en continu. Alors on peut optimiser ses performances, notamment en protégeant le boîtier de la chaleur, donc en ne tournant pas en continu, et en désactivant tous les outils superflus. Aussi, il existe une fonction nommée Card Warm Up qui permet d'assurer le premier enregistrement en RAW lorsqu'on vient d'allumer son boîtier et ainsi profiter de toute la puissance du buffer.
En effet, à chaque démarrage du boîtier, Magic Lantern envoie un flux de fichiers vers le buffer pour le préparer, afin que dès le premier enregistrement RAW, le boîtier réponde avec le maximum d'efficacité. A noter que si cette option est activée, il faudra attendre que le fichier qui se charge de ça s'écrive sur la carte, et donc on ne pourra pas lancer l'enregistrement tout de suite, quand on allume le boîtier. Une autre petite astuce, c'est de tourner directement dans un ratio plus étroit. Comme ça, on diminue le nombre de pixels en hauteur, sans pour autant changer la largeur, et on diminue ainsi la définition totale. Mais il faut bien penser à activer les bandes noires pour nous montrer le cadre, car toute une partie de l'image ne sera donc pas présente. Aussi, on peut passer de 1080 à 30 images secondes à 23 images secondes dans le menu Canon pour gagner encore quelques images. Attention cependant à la place, en effet le RAW en prend énormément, suivant la définition de vos fichiers bien sûr. A titre d'exemple, sur le 5D Mark II, 64 Go de stockage me donne environ 12 minutes de vidéo RAW. Une petite remarque, il faut savoir que certes, le RAW est un format brut et qui ne passe pas par le processeur, mais il reste tout de même impacté par les réglages de la sensibilité ISO et par le réducteur de bruit, alors que dans les caméras de cinéma dites traditionnelles, ce n'est pas le cas. D'où l'importance de la bonne exposition du RAW dès le départ pour profiter pleinement de sa gamme dynamique par la suite. La fonction crop de Magic Lantern fonctionne en transférant les pixels sur une partie de l'image. De plus, la qualité dans ce crop mode est supérieure, le piqué et les détails sont plus nets. De plus, on utilise la partie centrale de l'optique, le piqué y est donc accru. Une image Full HD nécessite normalement 1920 par 1080 pixels, mais le capteur d'un appareil Canon est bien plus grand. Exemple avec le 60D qui est de 5516 par 300-456. C'est finalement la définition que l'on obtient en prenant une photo. L'image est donc constituée de pixels répartis à intervalles réguliers sur le capteur, une ligne sur 3 pour être précis, puis reconstituée. Eh bien, lorsque l'on utilise la fonction crop, on utilise uniquement des pixels contigus, ce qui élimine tout phénomène de moiré d'ailleurs, et améliore le rendu et la résolution en général. Pour activer ce mode, il suffit d'appuyer sur le bouton Loop pour zoomer et donc cropper le capteur en mode RAW uniquement. Cela a pour aussi effet de multiplier la focale par 3. À noter que quand on zoome sur le Live View, c'est x5. Donc la vidéo finale sera un peu plus large étant donné que c'est un x3. Ici, voici une vidéo que j'ai prise en 2014, en août 2014 pour être précis, lors d'une supermoon. C'est quand la Lune est la plus proche de la Terre. Ainsi, avec un vieil Opteka 500 mm, c'est un objectif catapoptrique qui est donc bloqué à f8, mais ce n'est pas grave puisque la Lune est très lumineuse dans le ciel la nuit, j'ai pu avoir ce genre de rendu. Le piqué de cet objectif est un peu mou, mais les algorithmes des différents logiciels de traitement d'image sont assez performants aujourd'hui. Aussi, en étant sur APS-C, on bénéficie du coefficient multiplicateur, ce qui nous donne un vrai téléobjectif avec cette fonction. Avouez quand même que le rendu est saisissant, on pourrait presque voir le module d'Apollo.